Je vous propose de remonter un peu le temps. Déjà, on est sur un territoire qui a été directement concerné par la crise de la Covid, puisqu'on a eu le premier cluster qui s'est déclaré sur notre territoire dans l'Oise. Comment ça s'est passé directement dans le service quelles ont été les premières pistes de réflexion à ce moment-là? Bon, je voulais pas être reconnu, mais j'enlève mon masque, tant pis. Oui, c'est vrai qu'on a été impacté dès le début, puisque dès le début mars, effectivement, le sud de la région, un cluster dans l'Oise, donc sur tout le bassin craillois, avec des organismes de formation directement impactés, et puis un confinement prononcé aussi sur ce territoire. Donc il a fallu tout de suite réagir. C'est vrai que le premier réflexe qui est venu était de dire, voilà, c'était d'abord l'inconnu. Combien de temps va durer cette histoire? Est-ce qu'on va être bloqué une semaine, 15 jours, 3 mois, voire plus? Donc la glorieuse incertitude. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc c'est vrai que le premier réflexe qui a été pris par la région, c'est d'abord de sécuriser le parcours quand même de formation des stagiaires. De se dire, on a des gens qui sont déjà des publics fragiles, qui sont en formation. Si on arrête tout de suite la formation, donc la rémunération des stagiaires, bon, c'est un double problème. C'est un problème pour les personnes, et puis on sait que c'est un problème pour les organismes de formation qui ne les récupéreront pas, ou alors beaucoup plus difficilement, à la sortie. Donc la décision qui a été prise immédiatement par le président et la vice-présidente, c'est de dire on maintient la rému. Donc on a maintenu la rémunération des stagiaires, et puis j'avoue que la première semaine, on est un peu resté dans l'attente de voir ce qui allait se passer. Mais comme au fil des jours, on a eu dans la première semaine une annonce comme quoi allez, on allait en reprendre pour une semaine, bon voilà, on a approfondi quand même la réflexion et de se dire comment allons-nous procéder. Donc on a avancé un peu comme ça au fil de l'eau pour voir ce que l'on allait devoir mettre en place au regard de l'évolution de la situation sanitaire. Mais vraiment, c'est la mesure la plus forte qui a été prise. Et donc pendant toute la durée quand même du confinement et donc de l'interruption des formations, donc jusqu'au 11 mai ou 2 juin, selon la date que l'on retient, eh bien, la rémunération des stagiaires a été maintenue. L'autre élément très fort qui a été pris, ça a été de dire aussi, bon, il faut que nous, au niveau du service de la direction de la formation professionnelle, qu'on puisse absolument faire en sorte de limiter l'impact pour les organismes de formation et donc d'accélérer les paiements, parce que voilà, on a toujours des délais de paiement qui sont de plus en plus raisonnables, mais néanmoins qui existent. Et donc on ne voulait surtout pas arrêter la machine pendant le confinement, il a fallu accélérer. Tant et si bien que finalement, après vous pourrez vous manifester si vous n'avez pas vécu la même chose, mais on a eu un rythme de paiement, je veux dire quasi normal, voire accéléré même pendant la période de confinement, parce qu'on avait choisi justement d'avoir un traitement assez rapide pour ne pas mettre en difficulté les organismes en termes de trésorerie, sachant que ça allait bloquer. Voilà. Donc ça, c'est les premières mesures qui ont été prises très rapidement. Après, au fil de l'évolution de la situation, moi, ce que je retiens quand même de la période, et c'est peut-être paradoxal, mais on n'a jamais autant échangé entre nous qu'alors qu'on ne se voyait pas. Sous la présidence de la vice-présidente, justement, c'était des réunions tous les jeudis soirs, avec les représentants de la branche de la formation professionnelle, donc FFP, Sinofdes, plus des organismes de formation je pense au Greta ou au ministère de l'Agriculture, etc., qui étaient présents et avec lesquels on a échangé, oui, je vais dire quasiment toutes les semaines, sur les difficultés qui pouvaient être rencontrées, sur les mesures que nous devions mettre en place. Et donc il y a eu aussi tout un travail pendant cette période, alors qui, certes, a pu paraître long, et je le conçois, parce que pour nous aussi, des fois, c'était un peu long à discuter, mais d'adaptation des actes juridiques, parce que, je vous rappelle, on est dans le cadre d'un marché, dans le cadre d'un SIEG, donc ça, ce sont des actes juridiques. On ne peut pas les modifier comme ça du jour au lendemain.
même si il y a une crise sanitaire exceptionnelle et qu'il y a des textes nationaux qui sont pris, et c'est normal, les textes nationaux ne couvrent pas forcément toutes les particularités régionales. Et donc, du coup, il a fallu faire tout ce travail d'adaptation des actes pour permettre, par exemple, d'augmenter le pourcentage d'avance, vous autoriser, ne serait-ce que ça, à faire de la formation à distance, on est dans le sujet, qu'elle soit 100% distancielle ou mixte, distancielle, présentielle, et de voir pendant combien de temps on allait maintenir ça, avec également une prise en compte aussi de la situation et d'éventuels surcoûts pour les organismes de formation. Donc il y a eu toute cette démarche en fait d'échanges assez riche, très intéressant, qui nous ont permis d'avancer sur beaucoup de points, et puis de faire en sorte de dire comme ça, on ne peut pas dire que la situation a été idéale, mais dans la présentation qui a été faite précédemment, on voit que des formations ont été maintenues. Il y a en tout cas un contact pédagogique, voire même s'il n'était pas pédagogique, on a le témoignage de beaucoup de stagiaires qui ont dit ouais, forcément, c'était compliqué parce qu'on n'a pas le matériel, parce qu'il n'y a qu'un ordinateur pour 5 dans l'appartement, parce qu'on a les enfants, il faut aussi qu'ils fassent leurs devoirs, on les accompagne aussi. Mais néanmoins, les organismes de formation, et je rejoins les remerciements qui ont été formulés tout à l'heure par la vice-présidente, se sont mobilisés fortement pour maintenir un lien avec les stagiaires et faire en sorte que, au moment du déconfinement, on n'avait pas des gens qui étaient complètement perdus dans la nature. Alors bien entendu, il y en a une partie, on ne peut jamais être bon à 100%, enfin c'est même pas question d'être bon, c'est par rapport à la situation des uns et des autres, mais personnel. Mais par contre vraiment, on a remarqué cette mobilisation générale sur le fait qu'il fallait absolument maintenir le lien avec les stagiaires. Et nous, on constate que ça a été très largement fait et porté par les organismes de formation. Donc ça, c'est un côté très positif. Ensuite, sur la question de la formation à distance, bon, si on se réfère à des définitions de formation à distance, soyons clairs, on n'a pas non plus été forcément tout à fait dans de la formation à distance. Enfin, envoyer des PDF, des fichiers PDF à des stagiaires, c'est pas forcément de la formation à distance. Néanmoins, c'est ce qui permettait de maintenir le lien, et c'est pourquoi nous, Région, on a choisi de soutenir ces démarches-là, parce que les différents intervenants qui m'ont précédé l'ont expliqué, on était plus ou moins armés les uns et les autres pour mettre en place de la formation à distance. Donc je pense que justement par rapport à ça, il faut que l'on voit comment on peut travailler en réaction à la situation qu'on a traversée sur un vrai développement de la formation, des formations à distance en Hauts-de-France, parce que moi, depuis le temps que je suis dans la formation, on parle sans arrêt de la formation à distance. Donc c'est toujours nouveau, mais au final, on en fait un peu. Je prendrai pour témoignage un organisme de formation, dans le cadre de nos échanges du jeudi soir, qui m'a dit, si on m'avait dit que je ferais de la formation à distance avec des stagiaires du SIEG, j'aurais dit que ce n'était pas possible. Et on a été forcé de le faire et on l'a fait. Et donc du coup, on voit bien qu'il y a, voilà, bon, c'est un peu au pied du mur, quoi, où on s'y est mis franchement, mais je pense que sans viser demain, et c'est pas du tout l'objectif de dire tout doit se faire à distance, je pense qu'il y a une part de formation à distance qui peut être déployée et qui permet d'avoir des approches pédagogiques un peu différentes. Et donc de mixer du présentiel, du distanciel. Donc voilà, est-ce que tel contenu, c'est absolument indispensable d'être là, ou est-ce qu'il peut y avoir du travail en autonomie, etc. Bon, des choses que globalement beaucoup font déjà, mais je pense que là, on va vers cette généralisation-là. Et d'ailleurs, pour les quelques organismes qui auraient consulté l'appel d'offres de la région cet été, et qui seraient encore plongés dedans actuellement, voilà, on a inscrit aussi cette volonté-là de voir se déployer plus ouvertement une offre de formation à distance pour qu'elle soit préparée cette fois. Elle sera préparée, elle est prévue, et donc si malheureusement nous devions traverser une crise comme celle que l'on a traversée, eh bien l'objectif c'est d'être mieux armés pour répondre à la situation et faire aussi également en sorte que les stagiaires soient mieux préparés pour traverser cette période-là. D'ailleurs, j'ai une question vous savez, quand vous êtes inscrit, vous aviez la possibilité de laisser dans le champ observation quelques notes, et parmi celles ici,
J'en ai retenu une, alors vous me direz si c'est pertinent ou pas de la poser question, mais j'en profite puisque vous prenez la parole pour la région maintenant. On a parlé beaucoup sur les études qu'on a vues au préalable, l'impact de la digitalisation et parfois à quel point c'est compliqué pour les apprenants, pour les formateurs, pour les plateformes, pour les outils. La question est la suivante, quel est l'impact de la digitalisation sur le programme régional de la formation Hauts-de-France? Alors c'est large, hein. Ouais, parce qu'on est sur deux, enfin il aurait échappé à personne, on est sur deux exercices. Il y a à la fois un marché qui est en cours d'exécution et que on a décidé d'ailleurs de reporter parce que voilà, on devait lancer la consultation pendant le confinement et donc on a décidé de le reporter justement en disant voilà, c'était pas très, il n'aurait pas été très correct de notre part de lancer une consultation alors que tout le monde était bloqué. Donc on a attendu la fin de cette période pour lancer la consultation. Parce que je le dis, certains me l'ont reproché, mais l'été, normalement, on n'est pas forcément confiné. Donc voilà. Mais l'idée, c'était de pouvoir justement adapter justement nos formations et notre programme de formation à ça. Ben, on a justement profité de ce report de la consultation de quelques mois, et on en avait fait part avec lors de nos réunions du jeudi soir, pour justement se poser des questions sur ce qu'on devrait modifier, ce qu'on devrait adapter dans notre consultation. Alors, on a adapté pas mal de choses, notamment sur la formation à distance. On est allé plus loin que ce qu'on avait imaginé initialement. Ensuite, il y a des questions qui ont été posées, hein, pour être très clair, qui ne sont pas forcément liées d'ailleurs à la Covid, puisque c'était des questions sur passer du paiement à leurs stagiaires au paiement coup par cours, etc. Il y a des choses auxquelles on n'a pas pu répondre. Cette question-là, par exemple, parce que je l'ai dit, on n'était pas prêt. On n'était pas prêt parce que, de toute façon, en discutant avec les collègues des autres régions de France, on n'était pas prêt pour avancer là-dessus. Et donc, on n'était pas armé juridiquement. Donc, on a pesé le pour et le contre. Et on a dit, on lance la consultation. Par contre, en termes par rapport au prochain PRF, il y a beaucoup d'adaptations qui ont été faites, notamment en termes d'allotissement. Je ne veux pas trop non plus en dire, hein, parce qu'on est en pleine consultation. Mais par contre, le partenariat et les échanges que l'on a eus régulièrement, et c'est une réponse moi, que j'avais formulée un jeudi soir, c'est-à-dire il faut qu'on profite de l'année 2021 pour déjà travailler sur le prochain marché de formation. Et donc que ces questions d'unité de compte pour les actions de formation, ces questions de formation à distance, etc., ben on se les pose ensemble. Après, on verra ce qu'on peut faire et on verra si on le fait ou pas. Ça, ce sera le choix des élus. Mais en tout cas, on se posera la question et l'idée, c'est de le travailler avec vous et non pas j'allais dire, avoir une démarche purement descendante où on va décider ça et puis vous verrez comment ça se passe. Au final, nécessairement, c'est la région qui décidera, c'est un marché, donc c'est pas aux candidats prestataires de faire le marché, mais en tout cas, ce qu'on veut, c'est engager ce travail de concertation pour réfléchir justement à ce que pourrait être un prochain marché, programme régional de formation. D'ailleurs, on parle des marchés, on peut parler de nos autres dispositifs aussi. Donc voilà essentiellement l'adaptation. Après, les modalités du marché font que par rapport aux actions achetées, par rapport à ce que l'on met dans nos actions, on est relativement souple et agile, je vais le dire là-dessus. Donc ce qui fait qu'on voilà, on a déjà réadapté en réinterrogeant justement l'ensemble des branches professionnelles dans le cadre des contrats de branche sur les besoins de formation d'ici la fin de l'année et de manière à pouvoir réajuster des volumes de commandes au cas où. Sachant que, je le disais aussi, parce que vous allez dire, vous pourriez me dire on n'a pas vu beaucoup de changements, je parle sous le contrôle de Laurent Bulteau, mais le retour justement des branches professionnelles, justement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de remise en cause en fait sur les projets de formation. C'est dire voilà, non, il faut continuer à former parce qu'on a besoin d'accompagner, d'avoir des compétences et on va besoin d'avoir ces compétences. Voilà, peut-être avec un petit décalage, mais on en aura besoin, donc il faut continuer à former. Et ça aussi, c'est une décision qui a été prise très rapidement, c'est-à-dire on confirme toute la commande que l'on avait envisagée dès le mois de novembre 2019 pour 2020, on a dit voilà, on confirme, il y aura peut-être des ajustements, des adaptations, mais on confirme ces volumes de commandes. Et je le dis officiellement, et je pense que sous le contrôle de la vice-présidente, mais c'est un message que Mme Charbonnier a relayé souvent, c'est que
on a un véritable enjeu d'ici la fin de cette année. Et je ne parle pas d'enjeu, même si c'est important. On a des enjeux par rapport au plan d'investissement dans les compétences, mais le plan d'investissement dans les compétences, il ne sort pas comme ça. C'est pour répondre à des besoins, justement. Et donc, on a un véritable enjeu de faciliter et de faire en sorte qu'on ait des entrées en formation d'ici la fin de l'année pour répondre justement à toutes ces personnes qui soit étaient déjà demandeurs d'emploi avant la crise, voilà, et celles qui vont le devenir à cause de la crise. Et donc, on a vraiment cet enjeu-là. Nous, on est prêt à aller là-dessus. On est prêt à ouvrir les bons de commande. On est prêt à ouvrir des actions de formation. Mais voilà, ça, on ne peut pas le faire sans vous. On ne peut pas le faire sans Pôle emploi. On ne peut pas le faire sans les missions locales. Voilà, c'est l'ensemble des acteurs de la formation et de l'orientation qui doivent se mobiliser. Mais des places, il y en a. Il y a plus de 50 000 places de formation qui sont ouvertes d'ici la fin de l'année. Donc, ce n'est pas faire du remplissage pour faire du remplissage. Ce n'est pas ça l'idée. C'est bien d'aller sur des actions de formation qui sont certifiantes, qui sont de qualité parce que c'est vous qui les dispensez, et qui permettent justement, au final, un retour à l'emploi pour l'ensemble des demandeurs d'emploi de la région.